Bonjour tout le monde, toujours content de vous voir aussi nombreux cet après-midi. Donc, après le regard rétrospectif de Jean Dansereau, moi, je vous propose un regard prospectif parce que ce sera un regard donc sur le projet de loi qui, peut-on penser, sera adopté quelque part au cours de l'automne, normalement autour du mois de décembre. Je profite de la présence à CETAD pour souligner la collaboration de Marc-Antoine Larrivé avec qui qui m'a beaucoup aidé pour la recherche et la rédaction du mémoire que nous présenterons en commission parlementaire mardi prochain. Et vous vous doutez bien que la conférence d'aujourd'hui est largement inspirée de notre mémoire. Donc, merci à Marc-Antoine. Donc, plan de la présentation. D'abord, petit cadre théorique, vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a inspiré essentiellement dans mes propositions d'amendement au projet de loi. Je vais essayer de vous parler du projet de loi lui-même, parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a lu et qui suit ça de très près, mais puisque mon jus de cerveau des dernières semaines a été beaucoup concentré à proposer des amendements, je vais essayer à la fois de vous parler certains éléments du projet de loi, puis ensuite de vous dire qu'est-ce que je pense qui pourrait être amélioré. Donc, conformément au titre de ma conférence, le projet de loi 96 entre avancées et insuffisances. Donc, un petit cadre théorique. Après quoi, on regardera le préambule de la loi, les droits linguistiques fondamentaux et certaines questions qui me semblaient particulièrement pertinentes et pour lesquelles j'avais des idées d'amendement à partager avec vous. Donc, les municipalités, les ordres professionnels, le travail, le commerce, l'enseignement supérieur, qui pour des raisons évidentes va sans doute vous intéresser, et enfin la question des langues autochtones. Et peut-être avant de poursuivre, j'ai envie de... D'abord, j'ai oublié un petit quelque chose, un petit accessoire qui est là, que je suis sûr que Nicolas va venir me porter au moment voulu. C'est exactement ça. Merci. Donc, ça me fait penser parce que ce que je vais faire, bon, évidemment, je fais un petit peu la conférence, mon mémoire en commission parlementaire à titre d'expert en droit linguistique. Donc, vous allez me voir référer à des trucs très techniques et avec des principes, mais à certains moments, je vais mettre d'autres chapeaux. Et c'est une façon pour moi de rendre hommage à mon directeur de mémoire de maîtrise. Donc, il y a très longtemps, il y a une vingtaine d'années, je travaillais avec Roderick McDonald à McGill. Et c'est avec lui que j'ai commencé en droit linguistique. Et Roderick, dans ses écrits, parlait souvent d'identité multiple, comment on a dans la vie plein de chapeaux. Et de par ces identités multiples, chacune de nos identités peut finalement nous influencer dans notre réflexion, notamment à titre d'auteur de doctrine ou à titre de personne qui réfléchit à l'évolution du droit. Et non seulement identité multiple disciplinaire, hein, qu'on s'intéresse du point de vue de droit public ou droit privé ou d'autres sciences, et même Roderick allait plus loin, puis même des choses qu'on fait dans la vie quotidienne peuvent influencer notre réflexion sur le droit, hein, le everyday law. Donc, le droit, c'est pas seulement de réfléchir à des principes philosophiques pour ensuite les traduire dans la loi. Oui, on peut faire ça, puis ça peut être super intéressant, mais des fois, c'est de partir vraiment de ce qu'on vit. Donc, Roderick pouvait partir une fin de semaine avec avoir un barbecue avec des amis, avoir une conversation. Puis le lundi, il y avait une idée qui venait de sa conversation autour du barbecue et ça venait ajouter quelque chose de vraiment spécial à son article sur lequel il travaillait, ce qui ne l'empêchait pas dans le même article de citer des philosophes absolument incroyables. Alors, à ma toute petite échelle, très, très humblement, vous allez voir, je vais mettre différents chapeaux à différents moments en ayant une petite pensée pour Roderick. Donc, cadre théorique, juste dire la première chose que j'ai remarqué, qui m'a frappé quand j'ai lu le projet de loi 96, c'est que vraiment, on sent que le travail qui a été fait dans les dernières années en termes de publication en droit linguistique québécois, le législateur en a tenu compte. Donc, vraiment, on peut voir, OK, il y a un article dans le projet de loi, là, on sait que c'est l'article de Robitaille et Roguet dans la revue de droit de l'Université de Sherbrooke de 2013. Il y a un article, le législateur a pris compte de ça, il y a un article là-dessus. Et ainsi de suite, on pourrait parler de Poirier, ce qui reste de la loi 101, Bérard, bon, moi-même et Poirier, ou encore mon plus récent avec Côté. Donc, on voit vraiment qu'il y a une prise en compte de la littérature juridique récente en droit linguistique québécois. Donc, ça, évidemment, vous comprendrez que ça me réjouit. Et parlant de mon dernier livre avec François Côté, une des choses qu'on propose dans notre livre, c'est une revue de la littérature sur la question approche territoriale versus approche fondée sur la personnalité. Hein, depuis ce matin, on en a beaucoup parlé. Donc, l'approche territoriale, en gros, on dit, pour protéger une langue, il faut concentrer les efforts sur un territoire où elle est majoritaire, consacrer une seule langue officielle sur ce territoire-là. Alors que dans l'approche fondée sur la personnalité, on dit qu'il peut y avoir plusieurs langues officielles, puis chaque personne va choisir dans ses interactions avec l'État la langue, une des langues officielles qui lui convient mieux. Alors, on a fait une vaste revue de la littérature là-dessus et ça m'a surpris à quel point c'est presque unanime. Évidemment, il y a des nuances, mais c'est presque unanime à quel point
Vraiment, l'approche territoriale, c'est unanimement, les experts nous disent, c'est l'approche qui permet de préserver une langue minoritaire. Donc, je vous ai sorti un nombre très limité de citations. Dans le bouquin, il y en a beaucoup plus. Donc, José Verling nous dit la solution territoriale est celle qui assure le mieux la stabilité et la sécurité des communautés linguistiques. Le principe de personnalité permet à la langue la plus forte de se développer au détriment de celle qui est la plus vulnérable. Et Linda Cardinal nous dit l'État québécois privilégie une approche basée sur le principe territorial pour renforcer le français et le Québec ne doit pas hésiter à poursuivre dans cette voie. Et de manière générale, dans la littérature scientifique, ces deux éléments font consensus là, à peu près. Il y a beaucoup de nuances, mais vraiment, on en retrouve un fort consensus. L'approche territoriale, c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui a été essayé au Québec et c'est ce qui fonctionne si on veut aller de l'avant. C'est avec l'approche territoriale qu'il faut renouer. Donc, quand je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la loi 101, pour améliorer le projet de loi 96, la première chose que je me suis dit, c'est bon, en 1977, et là, dans notre bouquin, il y a un chapitre sur l'histoire du droit, donc je suis du droit linguistique, je suis parti de là. Donc, en 77, l'approche était plus territoriale. Clairement, c'était l'optique de la loi 101 en 77. Ensuite, avec la jurisprudence, mais Jean a raison de mentionner, pas seulement la jurisprudence, aussi plein de modifications qui ont été faites par le législateur au cours des années, a introduit un certain nombre d'éléments de personnalité. Donc, on a affaibli un petit peu la loi 101 au fil des années. Et évidemment, quand on parle, et encore là, Jean le mentionnait à l'instant, quand on parle de l'évolution d'une langue, ce n'est pas que les juges qui décident, ce n'est pas que les législateurs, il y a plein de facteurs autres, les migrations, la mondialisation, les technologies, vraiment, c'est très, très multifactoriel, les causes qui font qu'une langue est plus ou moins vivante sur un territoire, mais n'empêche, dans mes études en histoire du droit, la corrélation est assez évidente. Il y a une adoption de la loi 101 en 77, et là, fin des années 70, début des années 80, il y a beaucoup d'indices de vitalité linguistique qui sont positifs. Donc, on voit des progrès en termes... Donc, il y a plusieurs facteurs, mais la loi 101 semble être un des facteurs de ça. Et ensuite, à partir de la fin des années 80, là, whoops, les indices de vitalité du français tendent à devenir moins positifs, et ça coïncide avec un certain nombre de jugements qui ont amoindri la portée de la loi 101, un certain nombre d'amendements, de modifications à la loi. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, si on veut redonner de la vitalité au français, dans la mesure où le droit linguistique peut y contribuer, c'est probablement par un retour à la loi 101 de 1977, du moins en s'en inspirant, qu'on peut y arriver. Donc, c'est un des éléments de ma réflexion. En même temps, ne serait-ce que pour des raisons d'apparence, en même temps, retourner à 1977, ça fait un peu nostalgique, dans mon cas, nostalgique d'une époque où je n'étais pas tout à fait né. Donc, oui, il faut retourner à 1977, il y avait des affaires qui sont bonnes, puis on n'est pas obligé de toujours réinventer la roue, mais en même temps, une autre partie de la solution, je pense, c'est la modernisation. Je veux dire, depuis 1977, le monde a changé, le Québec a changé, et il faut en tenir compte. Il y a eu des modifications au fil des années, mais il n'y a jamais eu cette grande réforme de la loi 101 qui aurait vraiment mis la loi au goût du jour. Donc, on parle de nouvelles technologies, du hausse de niveau d'éducation, de l'importance grandissante de la recherche, plein de choses qui, à mon avis, n'ont pas suffisamment été prises en compte par les modifications à la loi 101 qui ont été faites au cours des années. Donc, en m'inspirant de ça, je propose différents amendements au projet de loi. Et parfois, je tombe sur des trous. Parfois, je tombe, par exemple, en matière de langue de recherche, on verra tantôt, là, à peu près rien dans la loi 101. Donc là, je fais comme, quand il y a déjà des choses, c'est facile d'ajouter. C'est écrit, il faut que ce soit en français, puis on peut ajouter, il faut que ce soit en français uniquement. Donc, quand il y a des choses dans la loi 101, c'est facile de fignoler un petit peu pour améliorer. Mais quand il n'y a rien, là, c'est comme un petit peu plus dur comme chercheur pour poser quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a cet outil incroyable qui est le droit comparé. Et dans mon cas, c'est un outil qui est un petit peu plus réduit, qui s'appelle le droit français, donc qui est le seul autre droit que je connais assez bien pour dire je peux m'en inspirer. Donc, je connais bien la loi Toubon, donc qui est l'équivalent de la loi 101, mais en France. Donc, parfois, quand je tombe sur un trou dans la loi 101, la loi Toubon étant plus récente, date des années 90, donc est un petit peu plus modernisée que la loi 101. Donc, quand je suis tombé sur des trous dans la loi 101, je me suis dit, allons voir dans la loi Toubon ce qu'il y a et voyons si on peut l'importer en droit québécois en faisant les adaptations nécessaires, évidemment. Donc, voilà mon cadre théorique. Maintenant, regardons le projet de loi, ce que je propose d'y modifier comme tel. Donc, première des choses, le préambule. Donc, la façon que fonctionne la loi 101, là, si je vous résume ça en 30 secondes, c'est qu'il y a un préambule très politique, je dirais presque de philosophie politique, donc où on parle de l'importance de l'Assemblée nationale résolue à faire du français la langue normale et habituelle du travail, de contribuer au concert des nations pour la diversité, bon, ce genre de choses-là.
Donc, on a des grandes considérations de philosophie politique qui peuvent servir à interpréter la loi. Donc, ça a quand même son importance. Et ce qu'on retrouve dans le projet de loi 96, c'est 3 nouveaux paragraphes, c'est quand même pas rien, où on parle du concept de langue commune. Ça m'apparaît très important parce que pour l'instant, on avait langue commune, c'était l'idée derrière la loi 101, mais on n'avait pas mis l'expression dans la loi. On parlait seulement de langue officielle dans la loi, alors que langue commune, en gros, ce que ça veut dire, c'est la commission Gendron qui est arrivée avec ça. L'idée de la commission Gendron, c'était de dépasser l'opposition entre bilinguisme ou unilinguisme. Au début des années 60, c'était comme ça, là. Soit le bilinguisme à la Trudeau, soit l'unilinguisme du RIN, puis il vous fallait choisir. Alors que là, maintenant, on a dit, ben non, il peut y avoir ce qu'on appelle une langue commune, c'est-à-dire le français, c'est notre langue commune. Vous êtes anglophone, vous continuez de parler anglais dans la communauté anglophone. C'est pas l'unilinguisme qu'on veut imposer. Mais langue commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la langue de contact, de communication interlinguistique. Donc, vous êtes anglophone, vous rencontrez un francophone, normalement, votre langue de communication, ce sera le français. Et on pourrait même aller un petit peu plus loin et dire, vous êtes hispanophone, vous parlez espagnol entre vous dans la communauté hispanophone, aucun problème. Il y a un hispanophone rencontre un anglophone, normalement, leur langue de communication, ça devrait être le français. Parce qu'on s'est assuré par notre système d'éducation que tout le monde connaît cette langue-là, alors que l'hispanophone peut ne pas connaître l'anglais et l'anglophone ne pas connaître l'espagnol. Donc, une modification qui m'apparaît importante. Ensuite, référence à la francophonie canadienne dans le préambule. Donc ça, considérant notre colloque d'aujourd'hui, je trouvais ça particulièrement important. Donc, on reconnaît que le Québec, et on voit qu'à l'époque, le paradigme était peut-être plus souverainiste. On était en 77, un peu avant le référendum de 80. Aujourd'hui, on est dans un autre paradigme où le gouvernement actuel veut inscrire les efforts pour le français au Québec dans une démarche pan-canadienne. Est-ce que c'est assez? Il y a une section du projet de loi plus loin là-dessus. Je pense que je serais intéressé d'entendre l'avis de Michel ou de Pierre ou de d'autres qui s'intéressent à la francophonie canadienne. Et ensuite, il y a cet autre paragraphe-là dans le préambule où on fait référence au principe de souveraineté parlementaire, revient au Parlement du Québec de confirmer le statut du français, consacrer la prépondérance de ce statut. Donc, en gros, on annonce peut-être les dispositions de dérogation et on annonce que désormais, la loi 101 va être sur un pied d'égalité, même au-dessus des autres lois. Donc, il y a une disposition dans le projet de loi qui dit que toutes les lois postérieures à la nouvelle loi 101 doivent être conformes à celle-ci. Donc, on fait de la loi 101 une loi comme la Charte québécoise. Donc, on fait de la Charte de la langue française une loi quasi-constitutionnelle comme la Charte québécoise. Tout à fait, très bonne analogie. Et là, moi, ce que je propose, c'est une petite modification, et je la propose, mais en fait, ça vient d'un de mes étudiants au doctorat, François Côté, ajouter les mots « sur le territoire québécois », ce qui peut paraître banal, mais vous aurez compris que l'idée, c'est petit drapeau qu'on agite devant les tribunaux et tous les gens appelés à appliquer la loi. Rappelez que la loi 101, c'est une approche territoriale. Il y a plein d'exceptions, évidemment, à ça, mais rappelez le fondement théorique avec toute la littérature scientifique qui nous dit que c'est ça le moyen d'assurer l'épanouissement du français en Amérique. Donc, petit clin d'œil qui serait bienvenu à cet endroit-là, à mon avis. Donc là, vous aurez compris, quand c'est souligné, c'est l'amendement que je propose au projet de loi. Moi, que nous proposons, moi et Marc-Antoine. Ensuite, droits linguistiques fondamentaux. Et ça, donc, la loi 101, c'est vraiment, il y a des droits linguistiques fondamentaux, articles 2 à 6, et là, tout le reste de la loi, où ça peut paraître des règles tatillonnes, puis des agents, puis parfois on critique un peu ça, mais toutes les règles tatillonnes de la loi 101 visent à respecter des grands droits linguistiques fondamentaux, de travailler en français, avoir de l'enseignement en français, de s'exprimer en français dans une assemblée délibérante, etc., etc. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue, hein. Donc, la loi 101, c'est des grands droits linguistiques. Tout le reste, c'est de la mise en application de ces grands droits linguistiques fondamentaux. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que jamais ces articles-là ont été modifiés. Donc, 2 à 6, jamais été touchés depuis 77. Et là, on fait des modifications majeures. Moi, je propose même d'aller encore plus loin. Donc, dans les modifications qui sont proposées par le projet de loi, de droit au service pour l'apprentissage du français. Donc, ça, c'est intéressant. Puis même l'opposition officielle libérale avait proposé des choses dans ce sens-là. Puis c'est bien. Puis il y a encore là la même logique. Il y a un droit. Puis plus loin dans le projet de loi, il y a des mesures de mise en œuvre. Donc, on propose de créer Francisation Québec, donc un service gouvernemental qui va assurer du suivi à ce niveau-là. Ensuite, on a un droit, une justice et une législation en français. Et là, on voit venir ce qui suit, les articles 7.1 suivants du projet de loi, où on propose de revenir à la règle de la primauté de la version française des lois lorsqu'il y a divergence entre la version anglaise et la version française et que les autres règles d'interprétation ne permettent pas de déterminer laquelle des deux versions doit être appliquée. Donc ça, c'est assez audacieux. Et là, je me permets une petite publicité. C'était dans mon dernier bouquin. Et ce qui est drôle, c'est que l'an passé, je donnais une conférence comme ça, puis
j'avais expliqué ma thèse, je disais, voilà, il faudrait rétablir la primauté de la version française. Puis je disais toujours, mais jamais le législateur va aller là, oubliez ça, jamais. Et là, quand je l'ai vu dans le projet de loi, j'ai fait, oh, OK, ils sont un petit peu plus sérieux que je pensais. Fait que c'est assez bien, à mon avis, comme modification. Ensuite, les autres amendements que je proposerais au niveau des droits linguistiques fondamentaux, on a le droit de travailler en français au Québec. Et en 77, quand on lit le livre blanc, clairement, on associe défense des droits des travailleurs avec défense du français. Puis à l'époque, les francophones, c'était beaucoup de travailleurs. Il y en avait moins qui étaient patrons, moins qui étaient entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de francophones. Les francophones ont pris leur place dans le monde des affaires comme entrepreneurs. Alors, à mon avis, le droit d'exercer ces activités en français ne devrait plus être limité aux travailleurs, mais devrait s'éteindre à un paquet d'autres statuts, dont ceux que vous avez là, dont celui d'entrepreneur. Donc, c'est ce que je propose, toujours dans une optique de modernisation par rapport à des évolutions sociales qui ont eu lieu depuis 1977. Des évolutions sociales ou des évolutions technologiques. Donc, je propose de consacrer un droit linguistique fondamental là, des consommateurs à des technologies de l'information en français. Et ça ne changerait pas grand-chose parce que la jurisprudence, déjà, a pris acte de ça. Donc, au début des années 2000, quand Internet est sorti, il y a des gens qui ont plaidé « La loi 101 ne s'applique pas sur Internet. Internet, c'est transnational, ça échappe à vos lois et à vos, comment dirais-je, à vos règles tatillonnes au niveau des langues. Internet, c'est beaucoup en anglais et tout. » Les tribunaux ont dit « Non, non, non. Vous voulez faire du commerce, vous avez une publicité sur Internet dont le but, c'est de faire un acte de commerce au Québec. Vous devez respecter la loi 101, donc la pub doit être notamment en français. » Alors, le droit linguistique que je propose viendrait juste comme consolider la jurisprudence qui déjà, puis quelques modifications législatives qui, au fil des années, sont venues prévoir des choses en matière de technologie, mais sans modifier les droits linguistiques fondamentaux pour renforcer les dispositions spécifiques en matière de technologie. Donc, c'est ce que je propose. Ensuite, puisqu'au Québec, depuis 1977, on a créé des CPE, on a beaucoup développé les cégeps et les universités, je propose d'étendre le droit à l'enseignement en français du CPE à l'université. Ensuite, la question des municipalités. Donc, ceux qui me connaissent savent que je suis aussi spécialisé en droit municipal. Donc là, j'ai mes deux calottes. Ma calotte de constitutionnaliste, où j'ai envie de dire l'État décide, c'est une compétence provinciale. Arrêt Westmount, le Québec fait ce qu'il veut. Mais avec ma calotte de spécialiste du droit municipal, j'ai envie de dire, oh, attention, il y a ce qu'on appelle l'autonomie municipale. Donc là, j'ai ces deux calottes-là et je cherche un petit peu des compromis. Et il y a deux questions qui ressortent au niveau des municipalités. Le fameux retrait du statut de municipalité bilingue. Donc, on dit, lorsqu'une municipalité n'a plus le critère de la loi, donc elle a 50% au moins d'anglophones, on dit l'Office de la langue va lui envoyer un avis. Puis là, si les élus municipaux veulent garder leur statut bilingue, qui leur permet des communications internes en anglais, des services en anglais et tout, puis ce qui fait en sorte que ça oblige un certain nombre d'employés à travailler en anglais, donc à moins respecter le droit fondamental de travailler en français. C'est toujours un peu ça la dynamique. Donc, on dit, il suffit que le conseil de ville vote une résolution, et même s'il y a 2 c'est un exemple fictif, là, mais il y a certains exemples à 7-8 d'anglophones, alors que normalement, ce serait 50 vous votez une résolution à 50 plus 1 au conseil de ville, vous gardez votre statut bilingue. Moi, je propose de monter ça à 2/3 des voix, pour dire que ça demeure exceptionnel. Oui, il y a des droits acquis, puis tout ça, puis on comprend la sensibilité, puis en même temps, c'est un peu de la territorialité linguistique pour les anglophones. Donc, si on croit à la territorialité, c'est bon pour les francophones et les anglophones. Donc, je me dis, cherchons un compromis, mais allons-y une coche de plus de protection du français, règle du 2/3, qui est un classique en droit municipal. Donc, en droit municipal, la règle de base, c'est on adopte les résolutions, les règlements à 50 plus 1, mais il y a beaucoup de cas dans les lois municipales pour embaucher un vérificateur général, toutes sortes de choses. Vote aux 2/3, donc ça m'apparaît quelque chose d'intéressant ici. L'autre chose en matière de municipalité, c'est que la loi, le projet de loi propose une politique linguistique de l'État qui s'annonce vraiment très stricte et précise sur les obligations de tous les organismes publics de l'État, y compris les municipalités, en matière de respect du français. Et là, donc, je pense que les municipalités, là, quand ils vont arriver en commission parlementaire, ils vont se plaindre de la lourdeur de tout ça et tout, puis c'est correct, ils vont faire leur boulot. Moi, j'ai tendance à penser que c'est important, puis dans un sens, ça tient compte de ce qui existe depuis 1977, c'est-à-dire que depuis 1977, il y a eu une décentralisation. Les municipalités ont plus de pouvoir. On pourrait dire que le Québec demeure quand même centralisé, mais il y a eu les municipalités ont pris plus de place depuis 1977, donc c'est normal que maintenant l'État veut leur donner plus d'obligations en matière linguistique. Mais en même temps, en 2017, il y a une loi qui a reconnu les municipalités comme des gouvernements de proximité, ce qui est à la fois une façon de dire que la décentralisation, c'est important, mais c'est aussi une façon de dire que les municipalités, c'est des gouvernements avec qui on traite peut-être un peu plus dans une optique d'intergouvernementalité plutôt qu'une optique pyramidale de dire les municipalités sont les créatures des provinces, comme on disait autrefois. Donc, ce que je propose ici, c'est de dire
il faudrait que le gouvernement, vraiment, dans la loi, on prévoit une consultation des municipalités avant d'arriver avec le détail. Surtout que la loi elle dit vraiment que la politique linguistique, ça va être détaillé, ça va être le pourcentage de musique francophone dans un garage municipal. Là. Donc, ça va être vraiment hyper, puis c'est Québec qui va décider de ça. Là. Donc, ce qui est vraiment limite côté autonomie municipale. Donc, c'est important que ça se fasse en consultation avec le monde municipal, comme c'est prévu dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour les orientations gouvernementales. Donc, je me suis inspiré de ça. Ensuite, les ordres professionnels. Donc, cette fois, je mets mon chapeau de membre d'un ordre professionnel. Et là, ce qu'on cherche à faire au niveau du législateur, je pense, c'est à contrer une certaine jurisprudence, notamment l'affaire Mignot contre Ye Xing Xuan, où là, il est question d'un acupuncteur, parce que les acupuncteurs forment un ordre professionnel, au cas où vous ne le saviez pas. Et donc, il y a une obligation d'offrir ses services en français, comme tous les membres d'ordre professionnel. Et là, l'acupuncteur n'est pas en mesure de le faire. Donc là, la décision qui est rendue, c'est dit on va vous laisser continuer vos services d'acupuncteur, mais en cantonais et en mandarin seulement. Alors que normalement, il devrait aller suivre ses cours de français et revenir pour faire sa pratique, notamment en français. Puis là, donc le jugement, c'est on vous laisse continuer de pratiquer en mandarin, en cantonais, puis on vous demande de suivre des cours en français et en anglais. Il n'y a aucune obligation de rendre des services en anglais au Québec. Tant mieux si on peut le faire, puis il y a des clients qui sont contents, mais ce n'est pas une obligation légale de rendre ces services en anglais. Or, le tribunal en l'espèce rend cette décision-là sous prétexte, disent-ils, que ce n'est pas le rôle d'un ordre professionnel de faire la promotion du français. C'est ce qu'ils disent dans leur décision. Alors ça, c'est une décision qui est assez surprenante. Et là, on voit que le projet de loi prévoit un certain nombre de choses. Donc, 35.1, nouvel article de la loi 101 proposé par le projet de loi, on dit il faut maintenant maintenir sa connaissance du français. Parce qu'à l'heure actuelle, la loi dit il faut avoir une connaissance du français pour accéder à l'ordre professionnel, mais après ça, c'est pas clair qu'il faut la garder. En théorie, il faut continuer de pouvoir offrir des services, là, mais c'est pas si clair. Alors que là, on dit non, il faut maintenir sa connaissance du français pour demeurer membre de l'ordre professionnel. Donc, on voit qu'on a en tête cette jurisprudence-là puis qu'on veut la contrer. Et on va plus loin que ça. Et ça, je vous prédis que ça risque d'achopper un petit peu en commission parlementaire. On veut maintenant que les ordres professionnels communiquent en français seulement avec leurs membres. Donc, tous ceux qui sont membres du barreau de Montréal, là, comme moi, savent qu'on reçoit des courriels bilingues. Puis des fois, ça peut mettre l'anglais en premier. Donc, le législateur dit ça va être uniquement en français. Et là, ce que je dis, moi, c'est qu'il faudrait être un petit peu pédagogique parce que ça peut paraître un peu intense de dire le barreau va maintenant communiquer unilingue français. Donc, moi, ce que je dis, c'est ajoutons un petit bout qui dit il entre dans la mission des ordres professionnels de faire la promotion du français. Parce qu'écrire une loi, c'est imposer des obligations, c'est protéger des droits, mais c'est aussi faire un petit peu de pédagogie. Et là, je pense que le projet de loi, il va fort en matière d'ordre professionnel. C'est justifié, mais assurons-nous qu'ils comprennent pourquoi on fait ça. Parce que c'est le rôle des ordres professionnels de faire la promotion du français, contrairement à ce que dit la décision dans Mignot. Ensuite, le travail. Un peu dans la même chose, dans le même genre, en matière de travail, on cherche à contrer une certaine jurisprudence. Donc, par exemple, l'arrêt syndicat d'École Blanc Gatineau, où en gros, le principe de la loi 101, c'est de dire on ne peut pas exiger pour l'embauche ou pour une promotion une connaissance d'une autre langue, essentiellement l'anglais, sauf si c'est nécessaire. Mais là, il y a les arbitres de grief, ça va dans tous les sens. Puis là, il y avait un courant qui disait non, il faut vraiment que ce soit nécessaire, avec une preuve très solide pour qu'on vous permette de discriminer des francophones unilingues, finalement. Et là, dans cet arrêt-là, la Cour d'appel met de côté ce courant au niveau des arbitres pour imposer une interprétation plus souple. Et là, le législateur réagit à ça, il réagit fortement, à mon avis. Donc, en gros, ce que nous dit le législateur à 46.1 donc du projet de loi, de la future loi 101, je vous lis certains extraits, là. Un employeur est réputé ne pas avoir pris tous les moyens raisonnables pour éviter d'exiger la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une autre langue si l'une des conditions n'est pas remplie. Donc, les conditions qui sont là, les trois sont cumulatives. Donc, chaque fois qu'un employeur veut afficher un poste en demandant de l'anglais, il doit évaluer les besoins linguistiques réels associés aux tâches à accomplir, s'assurer que la connaissance linguistique déjà exigée des autres membres du personnel était insuffisante pour l'accomplissement de ces tâches et qu'il a restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent les tâches dont l'accomplissement nécessite la connaissance d'une autre langue. Donc, concrètement, là, et là je mets mon chapeau de praticien, d'avocat qui conseille des clients, s'il y a une PME qui vient me voir avec ça, je vais lui dire n'exige pas l'anglais. Fais pas les étapes 1, 2, 3, ça va être beaucoup trop lourd. Fais juste pas exiger l'anglais. Exige un bon niveau d'éducation, puis il y a une corrélation directe entre bilinguisme et niveau d'éducation au Québec. Donc, avec un peu de chance, vous allez tomber sur quelqu'un bilingue. Puis dans le pire des cas,
payez-lui des cours d'anglais, ça va peut-être coûter moins cher que ça. Donc, c'est mon analyse de la loi. Et je propose un amendement qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que le projet de loi réécrit 45. 45, c'est en gros la clause qui interdit justement les discriminations pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, on dit, par exemple, vous n'avez pas le droit de sanctionner un employé parce qu'il n'y a pas un niveau de connaissance de l'anglais si la tâche ne le nécessite pas. Et moi, je propose d'ajouter l'amendement suivant. Donc, j'interdirais qu'on sanctionne un employé parce qu'il n'a pas la connaissance ou un niveau de connaissance d'une autre langue que la langue officielle, alors que l'accomplissement de la tâche le nécessite, mais qu'il est disposé à acquérir une telle connaissance ou un tel niveau de connaissance dans un délai raisonnable aux frais de l'employeur. Donc, une espèce de logique d'accommodement raisonnable. Il y aura un effort de l'employé, il faut qu'il soit prêt à apprendre son anglais, mais il y aura un effort de l'employeur aussi, et ça m'apparaît moins lourd ça que 46.1 qu'on a vu tantôt. Qui, par ailleurs, même si je le critique parce que c'est lourd, je pense qu'à la vue de la jurisprudence, ça reste quand même justifié, mais mon 3.1 m'apparaît préférable, à la fois pour les employés et les employeurs. J'arrive au commerce maintenant, et c'est là que j'ai un petit effet visuel, je reviens. Donc, je vous disais que j'avais plusieurs chapeaux. Maintenant, je vais mettre mon chapeau de père de famille, de 2 merveilleuses petites filles de 6 et 7 ans et d'un petit bout de 6 mois qu'on a vu tantôt, Fabio. On voyait ça comme c'est beau? Un beau gilet, hein? Et là, je ne sais pas si les gens en ligne le voient, là, je présume que vous le voyez, voilà. C'est un beau gilet pour enfants qui dit « Happy ». Effectivement, ma fille le porte, elle est très heureuse. Et là, vous comprenez que je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne devrait pas avoir le droit de vendre des gilets sur lesquels il y a des écrits en anglais. Évidemment, personne ne dit ça. Mais ce que je peux vous témoigner avec mon petit chapeau de père de famille, c'est que quand on va acheter un chandail comme ça dans un magasin, puis qu'on aimerait ça en avoir un qui est écrit « heureuse » ou « heureux », on n'en trouve pas que c'est écrit « heureux » ou « heureuse » parce qu'il y a un trou dans la loi 101. Donc, je vous propose de combler ce trou par un article 53 qui dirait la chose suivante. Tout bien sur lequel figure un texte qui est destiné à être porté par une personne, y compris tout vêtement, symbole, bijoux, parure, accessoires ou couvre-chef, doit être disponible en français. Ce bien peut être disponible en d'autres langues pourvu que la version française soit aussi accessible et possède les mêmes caractéristiques au moins équivalentes. Parce que si la version française est un petit peu moins belle, ma fille, ça ne passera pas le test. Là. Donc, le deuxième alinéa est très important. Et sachez que plus loin dans la loi 101, il y a une disposition habilitante qui permet d'adopter par règlement des exceptions à 53. Donc, si vous trouvez ça un petit peu intense, le bijou, des fois, effectivement, il pourrait y avoir des exceptions par règlement. C'est prévu par rapport à une disposition habilitante de la loi. Bon, donc là, ça, c'était les bouts faciles. Maintenant, on tombe dans le plus difficile, la question du commerce et de l'affichage commercial. Donc, vous savez que ça a été très controversé dans les dernières années. Donc, pour vous résumer ce qui s'est passé en 40 quelques années de jurisprudence, au départ, c'était l'affichage commercial. C'était important de dire commercial, donc l'affichage religieux, idéologique, politique, ça, c'était la liberté de choix des langues, mais l'affichage commercial était exclusif en français. Donc, vous avez un magasin, c'est commercial, ça devait être en français. Ça a été contesté dans les tribunaux après l'arrivée de la charte canadienne. En vertu des 2 chartes, ça a été contesté avec succès. Après ça, il y a eu la clause dérogatoire et ensuite, on a le législateur québécois a pris la suggestion de la Cour suprême de dire que ça va être nettement prédominant. Donc maintenant, c'est 2 tiers en français, 1 tiers en anglais, et c'est légal ainsi. Mais par la suite, ça a continué. C'est qu'il y en a qui ont utilisé les marques de commerce en anglais, comme Best Buy, pour dire, ben nous, on a notre marque de commerce, là, ça nous permet d'avoir encore plus d'anglais. Et là, les tribunaux ont validé ça dans l'arrêt Best Buy. Donc là, le législateur arrive avec 58.1 puis il dit, non, 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 même si vous avez une marque de commerce en anglais, vous devez respecter la règle, la nette prédominance du français. Parce qu'entre-temps, après l'arrêt Best Buy, il y a eu un petit règlement qui a été adopté qui disait que ça prend une présence suffisante du français. Vous voyez? Affichage exclusif en français, nette prédominance, présence suffisante. Là, on était vraiment sur une pente glissante. Alors là, le législateur nous ramène à début des années 2010. Et moi, ce que je dis, c'est début des années 2010, c'est bien, là, mais début des années 2010, le français n'allait pas si bien que ça. Hein, si vous vous souvenez de mon petit cadre théorique au début de mon historique, ce n'est pas la version de 2010 dont on a besoin en 2021, c'est celle de 77. Et là, vous me voyez venir. Donc, je propose un certain retour à l'affichage commercial exclusif en français, mais seulement pour les grandes entreprises. Donc, c'est le compromis qui me semble possible. Évidemment, on est là pour en discuter. Donc, l'idée, ce serait de dire les entreprises, et là, je place la barre à 75 employés, je vous expliquerai pourquoi un instant. Donc, les grandes entreprises, 75 employés et plus, affichage exclusif en français. Donc, les petites entreprises, personnes physiques, des entreprises à but non lucratif, pourraient continuer de faire de l'affichage bilingue. Donc, c'est ce que je propose. Et pourquoi le 75?
En fait, le seuil de 75, c'est qu'à l'heure actuelle, et Jean parlait tantôt, à l'heure actuelle, les seuils de la Charte de la langue, c'est à partir de 50 employés, vous devez avoir un certificat de francisation, et à partir de 100 employés, vous devez avoir un comité de francisation, donc des représentants de l'employeur, des employés qui se réunissent pour s'assurer que dans l'entreprise, on peut travailler en français, entre autres. Là, le projet de loi propose de prendre la barre du 50 pour la francisation, la ramener à 25, mais le projet de loi propose de laisser la barre du 100 pour le comité de francisation. Or, quand on a un peu d'expérience de travail, de terrain, ce qui fait la différence, c'est beaucoup plus le comité de francisation que juste le certificat. Donc, moi, je propose que par cohérence, le législateur qui veut baisser de 50 à 25 le seuil du certificat devrait baisser de 100 à 75 le seuil du comité de francisation. Et si tant est qu'il me suit en allant réappliquer la règle de l'affichage exclusif en français, il devrait l'aligner sur le seuil soit du 75, et je sais qu'il y a d'autres groupes qui vont proposer plutôt le seuil du 25, mais bon, moi, dans mon esprit, le 75 m'apparaît préférable. Entre autres parce que, évidemment, vous voyez plus ce que je disais tantôt qu'il y avait eu un arrêt contre cette règle-là qu'il avait déclarée inconstitutionnelle en 88, bien, ça pose la question de est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce que ce n'est pas contraire à la liberté d'expression, donc inconstitutionnel? D'abord, il faut savoir qu'il y a les dispositions de dérogation des deux chartes dans le projet de loi qui mettent la disposition de dérogation, les dispositions de dérogation pour protéger l'ensemble de la nouvelle loi 101. Donc, à court terme, la question ne se pose pas. On ne peut pas invoquer la liberté d'expression contre l'amendement que je vous proposais à l'instant. Par contre, il ne faut jamais oublier que la clause dérogatoire de la Charte canadienne, elle est renouvelable aux 5 ans. Donc, à un moment donné, il y a une alternance politique et c'est quand même probable, à un moment donné, qu'elle ne soit pas renouvelée et donc que ce que je viens de vous proposer subisse le test des tribunaux. Donc, j'ai poussé la recherche un petit peu, particulièrement Marc-Antoine qui a poussé la recherche. Et là, ce qu'on a découvert, c'est un avis de 1993 de José Verling. Donc, au moment où le gouvernement Bourassa voulait peut-être renouveler ou pas la clause dérogatoire, il avait demandé à José Verling, donc grand spécialiste du droit linguistique, si ça serait possible en 93 d'avoir un jugement différent de celui de 88 puis d'établir cette règle de l'usage exclusif commercial en français. Et José Verling avait répondu oui. Donc, particulièrement si on applique la règle seulement aux grandes entreprises, mais même à ça, il disait, parce qu'entre 89 et 93, le test de l'article 1 de la Charte canadienne est devenu un peu plus flexible, particulièrement en matière commerciale. Donc, c'était la thèse de Verling en 93. Et avec Marc-Antoine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé la jurisprudence postérieure à 93. Est-ce qu'elle confirme ou infirme cette thèse de Verling? Et on conclut qu'elle la confirme. Et là, évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais je vous donne deux jugements. Donc, l'affaire Lindemann en 97 nous dit, parlant de l'article 1, là, que les tribunaux doivent faire preuve d'une grande retenue face au choix du législateur. Donc, on a vraiment une plus grande flexibilité au niveau du test de l'article 1, là, surtout au niveau du critère de l'atteinte minimale. Là. Donc, on a un petit peu plus de flexibilité qu'à l'époque de Oakes et de Ford. Et ensuite, un jugement intéressant, Cour d'appel fédéral 2020, où l'on rappelle que l'expression commerciale, c'est un petit peu moins protégé que d'autres formes d'expression. Des fois, on retient de Ford, la liberté d'expression commerciale, c'est protégé par les chartes. Oui, au stade de l'article 2, mais au stade de l'article 1, on peut très bien faire la différence entre expression politique, qui est très, très protégée, expression commerciale, qui l'est un peu moins. Alors, pour toutes ces raisons-là, on juge que même s'il n'y avait pas de clause dérogatoire, on pourrait revenir avec la règle de l'affichage exclusif en français au niveau commercial, surtout sur la limite aux grandes entreprises. Évidemment, je serai disposé à en discuter avec vous. Enseignement supérieur maintenant, donc la fameuse question des cégeps français ou des cégeps anglais. Ce que propose le projet de loi, essentiellement, c'est de contingenter les cégeps anglais, qui sont déjà contingentés, mais là, on veut mettre le contingentement dans la loi puis de préciser un peu. Donc, en gros, on dit les cégeps anglais, à l'heure actuelle, occupent 17,5 des places. 17,5 des places de cégep, c'est dans les cégeps anglais. Donc, gelons ça, c'est une espèce de gel. Puis là, on dit, permettons quand même une croissance du nombre de places dans les cégeps anglophones, mais seulement de 8,7 qui correspond en gros au pourcentage d'anglophones au Québec. Et là, vous comprenez que si on a 17,5 puis qu'à chaque année, on croît de 8,7, bien, on diminue un petit peu à chaque année, mathématiquement. Et donc, moi, ce que je propose, si tant est que le législateur va là, j'ai une autre alternative, mais si tant est que le législateur va là, j'aurais envie de dire, pourquoi ne pas mettre dans la loi un objectif à moyen terme? Parce que quand les groupes de défense du français ou les cégeps anglais ont vu ça, il y a différents chiffres qui circulent, puis c'est pas clair, puis il y a des gens qui ont l'impression que ça ne change rien parce que ça existe déjà le contingentement, d'autres disent que c'est la catastrophe, puis qu'il y a des cégeps anglais qui vont devoir fermer des départements. Donc, ça va vraiment dans tous les sens, l'analyse. Moi, j'ai fait mes calculs. Je ne prétends pas que mes calculs sont exacts parce que je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais je pense que juridiquement, ce serait opportun de mettre l'objectif dans la loi.
Là, évidemment, au bout de 10 ans, on pourrait modifier l'article. Mais tu sais, dire c'est quoi qu'on vise là? Et selon mes calculs, corrigez-moi si je me trompe, ce qu'on vise, c'est qu'avec cette diminution-là, vers 1er septembre 2032-2033, selon la date d'application de la disposition, on arrivera à 13 %, donc sur un horizon de 10 ans. Après ça, des défenseurs du français vous diront que c'est encore trop de cégep anglais, des cégeps anglais vous diront que c'est pas assez. Bon, je ne vous dis pas que c'est une solution miracle de mettre ça là, mais disons que peut-être que ça rassure certains défenseurs du français qui pensent que ça va pas assez loin. Peut-être que ça rassure un petit peu les cégeps anglais, ça va leur donner un peu de prévisibilité. Donc voilà mon humble proposition. Parce que sinon, la proposition qui est débattue depuis des années, évidemment, vous la connaissez sans doute, c'est de dire on va simplement, quoi que vous allez voir que c'est plus compliqué que ça, simplement appliquer la loi 101 aux études collégiales. Puis quand on dit ça, ce qu'on veut dire, des fois, la vision simple qu'on a, si on dit c'est quoi la loi 101, c'est les francophones vont à l'école française, les allophones aussi, et les anglophones à l'école anglaise. C'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, les anglophones ont le libre choix. Donc, première des choses. Puis deuxièmement, il y a moyen, en payant, même si on n'est pas un ayant droit, d'aller à l'école anglaise, privée non subventionnée. Donc, il faut garder ça en tête. Et l'idée là, d'appliquer la loi 101 au cégep, c'est qu'il y a des études très solides, notamment celle de Sabourin, qui démontrent que même un francophone ou un allophone qui a fait tout son primaire secondaire en français, qui fait son cégep en anglais, clairement, les statistiques démontrent qu'il y a beaucoup plus de chances de travailler en anglais, beaucoup plus de chances de consommer exclusivement des produits culturels anglophones, donc probablement moins de produits culturels québécois. Donc, là-dessus, les chiffres sont assez clairs. Mais l'argument contre ça, ce n'est pas un argument de chiffre, c'est un argument de principe. C'est le libre choix. Et je sais qu'au gouvernement, ils tiennent beaucoup à la question du libre choix en matière de langue d'enseignement collégiale. Alors moi, je tente, mais là, vraiment de manière probablement très maladroite et préliminaire. Alors là, je suis vraiment prêt à recevoir les tomates. J'ai essayé de penser à comment on pourrait appliquer la loi 101 au cégep pour, évidemment, avoir plus de francophones, d'allophones, et cégep français, puis après ça, ça a un effet sur la langue de travail, bon, sur les produits culturels qui sont consommés, bon, tous les effets bénéfiques qu'on peut imaginer et qui sont bien démontrés par la littérature, mais en même temps, préserver un libre choix. Comment on peut faire ça? Bien, la façon qu'on peut faire ça, c'est tout est dans la définition de l'ayant droit. Parce que le principe, c'est tout le monde va au cégep français, sauf ceux qui ont le droit d'aller au cégep anglais. Donc, c'est le principe, même principe pour l'école primaire, secondaire. Et souvent, quand on dit appliquons la loi 101, donc sous-entendu les règles limitant l'accès à l'école anglaise, appliquons-les au cégep anglais. Mais moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Parce que l'école primaire, secondaire, c'est des enfants. Le choix, c'est le choix des parents. Au cégep, c'est des adultes et c'est le choix des adultes. Donc, dans notre définition des ayants droit, des exceptions, il faut tenir compte de ça. Première des choses. Puis deuxième des choses, la question qui se pose, même si on s'inspire de ce qui se passe pour primaire, secondaire, on dit, bon, mais ceux dont les parents ou eux-mêmes ont été à l'école primaire, secondaire en anglais, ont droit au cégep en anglais. Même si on reprend le même critère, la question qui se pose, c'est, mais est-ce que ceux qui ont été au cégep en anglais, qui ne sont pas des ayants droit de l'école anglaise, donc qui ne sont pas des anglophones, ils ont été au cégep, les allophones, les francophones qui, depuis 30, 40 ans, ont été au cégep anglais, sont-ils des ayants droit? Puis surtout, leurs enfants sont-ils des ayants droit au cégep anglais? Donc, c'est ça la question qui se pose concrètement si on veut débattre de ça sérieusement. Alors, moi, je suis assez partagé, mais disons que si l'optique, c'est de dire qu'il faut concilier, aller chercher le plus de libre choix possible, mais aussi diriger le plus possible d'allophones et francophones dans le cégep français. Là, on comprend que c'est impossible, c'est contradictoire, mais essayons quand même. Si on veut du libre choix, il faut beaucoup d'ayants droit. Parce que contrairement à ce qu'on pense, des fois, les anglophones ne sont pas interdits à l'école francophone. Là. Ils ont le choix. Donc, les ayants droit ont le libre choix. Donc, la meilleure façon. Donc, si on définit largement nos ayants droit au cégep anglais, bien, on définit largement des gens qui ont le libre choix. Par définition, l'ayant droit a le choix. Première des choses. Donc, déjà, là, on a un certain libre choix de par une définition large de nos exceptions, de nos ayants droit. Deuxième élément qu'il ne faut pas oublier, la loi 101 n'a jamais empêché personne d'aller à l'école en anglais. Elle empêche les gens d'avoir la subvention pour aller à l'école en anglais. Vous me suivez? Donc, on peut toujours envoyer son enfant à l'école primaire anglaise, privée non subventionnée. Là, moi, ce que je propose, c'est d'appliquer ça au cégep, mais de permettre au cégep public anglais de recevoir des non-ayants droit, donc des francophones, des allophones, qui seraient prêts à payer. Et là, on parle d'adultes. Donc, on parle de gens qui peuvent faire le choix d'arrêter leurs études pendant 1 ou 2 ans, accumuler de l'argent, puis se payer des études collégiales en anglais. Donc, on préserve un certain libre choix, mais il faut payer pour. Et là, tout de suite, l'argument qui arrive, ouais, mais là, c'est pas juste. Si vous êtes riche, vous payez le cégep anglais. Si vous n'êtes pauvre, vous ne le payez pas. Vrai. Donc, troisième élément de la proposition, un programme de bourse limité, quelques dizaines, tout au plus quelques centaines,
pour financer des étudiants à faible revenu qui voudraient aller au cégep anglais avec un projet particulier. Par exemple, quelqu'un, ça s'est posé dans les cantons de l'Est ici, quelqu'un qui veut aller à Champlain College parce qu'il y a une équipe sportive très précise qui est de calibre supérieur à l'équipe sportive du cégep français. Donc, et là, qui nous montre un dossier que c'est un futur sportif professionnel, une future sportive professionnelle, là, pour avoir une bourse, vu qu'elle est à faible revenu et qu'elle a un projet très, très particulier qui justifierait son accès au cégep anglais. Donc, voilà la façon, mais comme je vous dis, je suis prêt à recevoir les tomates, des deux côtés d'ailleurs. Voici la seule façon, la moins pire, selon moi, de concilier deux choses inconciliables, libre choix et application de la loi 101 au cégep afin d'avoir tous les effets bénéfiques en termes de langue de travail et langue de la culture. Je suppose que j'ai dépassé mon temps, donc j'y vais rapidement pour la suite. Langue de la recherche, c'est le gros absent du projet de loi. Il n'y a rien là-dessus, alors que depuis 1977, la recherche au Québec, ça s'est beaucoup développé. Donc, il n'y a rien. Dans le préambule, on parle même de faire du français la langue de l'enseignement. Après ça, on passe à autre chose, alors que quand on est universitaire et qu'on lit des fois nos conventions collectives, on sait que c'est enseignement-recherche, ça va ensemble. En tout cas, comme vice-doyen, c'est la position que je défends. Et donc, c'est assez surprenant qu'il n'y ait rien sur la recherche. D'ailleurs, après le projet de loi, il faut dire après le dépôt du projet de loi, il y a une étude qui est sortie qui démontre à quel point le français diminue comme langue de recherche là, depuis des décennies. C'est vraiment très, très clairement démontré. Et là, on n'a rien dans la loi, donc il ne me suffit pas d'ajouter un petit mot par-ci par-là. Là, j'ai rien. Donc, je me suis retourné vers la loi Toubon en France et je me suis inspiré d'un article de la loi Toubon pour dire la chose suivante. Donc, tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé au Québec a le droit de s'y exprimer en français. Les documents distribués aux participants avant, après, doivent être rédigés en langue officielle, peuvent comporter des traductions. Lorsqu'une manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution de documents préparatoires, de documents de travail ou à la publication d'actes ou de comptes rendus, de travaux, textes, dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'un résumé en français. Donc, vous voyez, c'est... et 88.0.0.2 précise ça un peu en disant les publications, les revues, les communications diffusées au Québec qui émanent d'un établissement habilité à 88.1, donc cégep, université francophone et anglophone. On pourrait aussi faire le choix d'appliquer ça seulement aux universités cégep francophones, mais on pourrait aussi faire le choix de l'appliquer au cégep et universités anglophones, parce que tout ce qu'on dit, c'est que finalement, pour ces publications-là, lorsque c'est subventionné, ou que ça émane d'université, il faut que ce soit rédigé en français ou au moins comporter un résumé en français. Donc, toutes les revues scientifiques au Québec devraient avoir, s'ils sont en anglais, avoir un résumé de chaque article en français. Mais il faut savoir que cet article-là de la loi Toubon a été jugé contraire à la liberté d'expression, protégé par la Constitution française. Donc, vous voyez que c'est quand même pas simple. Mais bon, je m'en suis inspiré quand même, ne serait-ce que pour susciter le débat. J'achève mon dernier point, la question des langues autochtones. Ça a un petit peu ressorti, il y a des groupes autochtones qui sont sortis, qui ont dit qu'ils étaient peut-être, ils se sentaient un petit peu menacés par le projet de loi ou quoi. Je ne parlerai pas pour eux au niveau politique, mais juridiquement, je ne vois pas trop de sujets d'inquiétude, mais je vais quand même proposer quelque chose pour essayer de répondre à cette demande légitime-là. Donc, juridiquement, il faut déjà savoir que déjà la loi 101, elle a été en avance sur son temps. Déjà, elle était favorable aux langues autochtones avant que ce soit à la mode, avant qu'il y ait une loi fédérale. Donc, par exemple, on nous dit les langues d'enseignement sont respectivement le cri et l'inuktitut dans la commission scolaire Kativik et tout. Donc, on a déjà des choses depuis longtemps à la loi 101. On a surtout l'article 97 qui nous dit que les réserves indiennes ne sont pas soumises à la présente loi. Donc, déjà, ça vous donne l'idée que la loi 101 n'est pas de nature à causer trop de problèmes à nos compatriotes autochtones. Et le projet de loi ne propose pas grand-chose, mais tout ce qu'il propose, c'est ce que j'ai ici, l'alinéa à la toute fin, tout ce qu'il propose, c'est une dérogation supplémentaire pour permettre à des membres d'ordre professionnel de pratiquer dans des réserves sans connaître le français, alors que normalement, un membre d'ordre professionnel doit parler le français pour pratiquer au Québec. Donc là, on fait une exception supplémentaire pour accommoder les Autochtones. Donc, juridiquement parlant, le projet de loi n'est pas de nature à nuire aux Autochtones qui souhaiteraient des services en anglais ou en d'autres langues, au contraire. Mais si le législateur voulait aller plus loin, et là je mets mon chapeau d'ancien conseiller politique, si le gouvernement veut s'éviter possiblement un certain nombre de troubles au niveau politique, il pourrait s'inspirer de la loi Toubon. La loi Toubon, donc la loi française équivalente de la loi 101, a une disposition sur les langues régionales, donc le corse, le breton, etc. Et la loi Toubon nous dit quelque chose, et je reprends pratiquement mot pour mot, mais je change langue régionale pour langue autochtone. Donc, on pourrait ajouter à la loi 101 une disposition qui dit « Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'usage des langues autochtones et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. » Donc, voilà, on pourrait ajouter ça à la loi 101. Je ne pense pas que juridiquement, ça ajouterait grand-chose, mais peut-être que politiquement, ça aurait pour effet là, de rassurer un certain nombre de porte-paroles autochtones.
J'ai sans doute largement dépassé mon temps, donc je conclus simplement vous dire à quel point, j'espère vous avoir démontré, c'est une réforme qui est très, très vaste. On touche le préambule, on touche les droits fondamentaux, plus de 200 articles dans tous les domaines. Donc vraiment, ça vaut la peine. C'est la plus grande réforme depuis 1977 de loin. D'où l'intérêt vraiment de s'y attarder. Puis il n'y aura pas une autre chance de redresser la situation en matière de français. Il n'y aura pas une autre chance de réformer de manière importante la loi 101 dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça arrive une fois par génération. Donc, d'où l'importance de mettre tout son jus de cerveau pour s'assurer qu'on a vraiment une loi qui renoue un petit peu avec ses origines, avec l'approche territoriale, mais qui en même temps se modernise profondément parce que c'est une loi qui, après près de 45 ans, en a besoin. Et je m'arrête ici. Merci.